Bonjour, elle est de retour. Qui? La 605 série sortie des champs, bien sûr. Et pour continuer sa réhabilitation sur nos routes, Manu nous a envoyé un paquet contenant des pièces issues de sa propre série qui a malheureusement poussé son dernier soupir asthmatique il y a quelques années. Manu, c'est pas un inconnu sur la chaîne puisqu'il avait rendu l'aventure improbable de la Maserati 424V possible en la transportant de sa Belgique jusqu'à chez moi. C'est rouge métallisé la sienne. Jolie couleur aussi. Comme quoi on peut être spécialiste Mercedes mais rester ouvert à d'autres trucs moins rationnels. Bref, on va en profiter pour remplacer quelques trucs qui dérangeaient mon sommeil. Et certains d'entre eux auraient sûrement dérangé un contrôleur technique aussi, à commencer par le bouton d'anti-brouillard arrière qui était bloqué en marche. Après ça, le cendrier manquant qui gâchait cette magnifique prouesse en matière de design a retrouvé sa place. Pas la peine de détailler les raisons qui me poussaient à remplacer ce bout de plastique maintenant. Ni celui de l'autre côté. Après ça, j'ai changé ce joint spécialement conçu par Peugeot pour être arraché dès les premières utilisations de la voiture. Ensuite, j'ai réussi à faire preuve de naïveté en pensant qu'avoir un rétroviseur droit électrique mais un gauche manuel relevait d'un précédent bricolage. J'en aurais pas été convaincu si la commande de réglage ne comportait pas un basculeur droite-gauche. Mais non, c'est un truc à la Peugeot. Bon, et puis cannibaliser une seule 605, ça me semble un peu léger. On va aller se constituer un stock de pièces sur une autre phase 1, puisqu'elles se font plutôt rares maintenant. Fermez la porte là. Cet incroyable SVDT, le haut de gamme diesel donc, va enfin servir à quelque chose d'honorable. Les gardiennes du temple n'y pourront rien, j'ai piqué tout ce que je pouvais dessus. Dans le lot, j'ai même récupéré un volant cuir. J'imaginais surtout qu'il avait un diamètre un peu moins ridiculement grand, mais en fait, c'est strictement le même. Ça vaut pas un spécial Dakar, hein, mais c'est toujours un peu plus agréable que l'autre en plastique. Puis il y a eu aussi des remplacements plus cruciaux avec le pare-soleil central, machin qui a dû servir 2 fois en 20 ans. Et le temps que je monte tout ça, il y a des trucs qui sont tombés en panne. C'est pas bon ça, hein? Non. Bon, a priori c'est réparable si jamais j'arrive à retrouver cette pièce. En attendant, je vais installer celle-ci qui cassera sûrement dans quelques jours. Mais c'est la vie. Parmi vous, il y a un processeur DXM ou DEX, processeur DXM, qui m'a indiqué avoir une ligne d'échappement potentiellement compatible avec la 605. En tout cas, ça ressemble. Merci beaucoup, mec. Vous connaissez quelqu'un d'assez con pour mettre des vis à tête de 10 mm sur de l'échappement, genre un collecteur? Moi, oui. Et évidemment, impossible à débloquer. Bah, ça vaut bien un 9 sur 10 en matière de stabilité.
Bon, et maintenant qu'elle a plus d'échappement, on fait comment pour la déplacer sans la pousser et sans voir les voisins débarquer? Ça va pas forcément être super simple d'arriver à un résultat correct avec ça. C'est dommage, hein, sa vitre, c'est vrai qu'elle est en bon état, mais bon, il y a pas mal de trucs que je peux adapter. Par exemple, jusqu'ici c'est bon. Il faut que je réutilise cette section qui, heureusement, n'est pas trouée. Ces deux silencieux, ils sont identiques a priori, jusque là. Donc je peux récupérer ce tuyau aussi. Là où ça se corse, c'est le silencieux final. Parce que l'entrée n'est pas située du tout au même endroit sur les deux. Et là, je sais pas trop faire. Je pense qu'il va falloir que je trouve un autre silencieux simplement. Celui-là, il est strictement et définitivement irrécupérable. On se retrouve maintenant avec 3 intermédiaires ici. Et je crois que je me suis encore fait avoir par le jeu des références et potentiellement des mauvaises fabrications. Donc l'échappement d'origine de notre 605 est celui-là, au milieu, là, qui est complet, qui va du collecteur au silencieux final. Cet échappement-là, qui vient d'une XM avec la même motorisation, mais qui, je vous l'ai montré, présente quelques subtiles différences. Donc jusqu'ici, a priori, c'est la même chose. Et donc, je me suis empressé de trouver... pour pas cher, je dois dire, un autre intermédiaire qui était censé aller dessus. Sauf que je crois que c'est une pièce de déstockage qui a jamais été montée. Et c'est sans doute pour une bonne raison, c'est que je crois qu'elle est simplement mal faite, quoi, mal pliée. Donc au niveau des coudes, déjà c'est pas du très bon travail parce que ça a complètement écrasé les pliages. Donc la section est devenue un peu ridicule à ces endroits. Et en plus, le pliage est mal fait. Donc les angles ne sont pas respectés. Et à la fin, ça fait quelques centimètres de différence et une orientation un peu foireuse. Donc il va falloir que je trouve un moyen de couper et de ressouder tout ça pour avoir une ligne en bon état. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Parce que contrairement à ce que je croyais quand je me suis mis à faire du bricolage sur des lignes d'échappement, il y a peu de marge de manœuvre. Il ne faut pas se louper parce qu'à la fin, ça devient vite la merde. J'espère que vous êtes prêts à assister à une vraie maestria en matière d'EPI et d'approximation. Chut, ça commence. Notez bien que les marquages de découpe se font toujours avec du sang de poulet égorgé une nuit de pleine lune. Il y a toujours des petits malins pour essayer de me déconcentrer, mais maintenant je me fais plus avoir à tout arrêter pour essayer de les voir passer sans succès. Absolument pas jaloux. Je vais maintenant pouvoir assembler les deux dernières pièces, la descente de collecteur avec l'intermédiaire.
Bon, il y a une différence qui va peut-être être pénible, mais si jamais ça pose problème, c'est assez facile à corriger a priori. Une petite coupe en bas et puis je pourrais facilement le tordre pour qu'il descende un petit peu. C'est même pas sûr que ce soit bloquant, hein. On va voir. J'ai été aussi précis que possible, mais je sais bien que c'est pas parfait forcément. Et voilà, j'ai testé tout ça en remontant à la ligne avec les silencieux tout pourris. Et ça va pas mal. On pourrait même croire que je m'améliore. Après ça, j'ai vu combien coûtait la paire de gamelles et j'ai passé commande. A force, je commence à voir où ça pourrit le plus vite, alors je rajoute une couche de protection avant de monter tout ça sur la bagnole. Là je me suis cogné sur un truc, c'était filtre à essence, donc je me suis vengé en l'expropriant. Bon bah là, ça va, le filtre faisait encore son boulot on dirait, mais bon, ça valait la peine de le changer je pense. On va maintenant pouvoir redémarrer, mais une petite piqûre de rappel me semble intéressante avec l'épisode 1. J'hésite à monter un groupe avec des instruments innovants. En fait, il y a un truc qui m'a beaucoup retardé pour passer le contrôle technique de la bagnole. C'est que j'avais un souci de frein en fait. J'ai eu beau faire 13 purges au niveau des 4 étriers. Une fois que j'allais rouler, j'avais toujours un phénomène un peu désagréable qui consistait à avoir la pédale de frein s'enfoncer jusqu'au bout si je maintenais la pression pendant quelques secondes, ce qui n'est pas normal ni très sécurisant, j'admets. Et donc à un moment donné, il ne reste plus qu'un seul coupable, notre ami le maître cylindre de frein. Et logiquement, il a un souci. Donc il va falloir le remplacer, ce qui est une opération très rapide à réaliser, mis à part que je vais devoir faire une 14e purge de frein. Est-ce que miraculeusement j'ai le bon cette fois? Peut-être. Quand j'ai sorti la pièce de son emballage, j'ai remarqué qu'elle n'était pas peinte, donc elle va rouiller. Pendant 4 secondes et 5 dixièmes, j'ai pensé la dégraisser et passer quelques couches d'anti-rouille.
Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais remplacé le soufflet et la biellette de direction de ce côté. Sauf que les rotules étaient évidemment pas les bonnes. Alors j'en ai racheté et cette fois-ci je me suis pas gouré. Je suis tellement fier. Faut dire ce qui est, quand on repasse à un endroit où on a déjà démonté les pièces, ça rend l'opération nettement plus sympa. Après cet instant autoconsolation, voilà un truc qui peut paraître plutôt naze. Une jante en tôle. Sachez, chers spectateurs, qu'il s'agit d'une pièce qui initie mon programme, que j'ai baptisé MLQCT, pour moins lent quand ça tourne. On va essayer de mettre de côté les performances pitoyables du 2 litres injection pour compter sur la supposée supériorité du châssis socialien. Maintenant répétez 5 fois, châssis socialien. Châssis social... Châssis... Bon. Ces magnifiques jantes en 16 pouces de diamètre et... Wow, 7 pouces de large vont me permettre de monter des pneus un poil plus larges en gardant une bonne rigidité de flanc. Par contre, ça a été un peu pénible à monter par les voies conventionnelles, alors je me suis rappelé d'un truc marrant que j'avais utilisé pour les jantes larges de la 2 litres 316. Et n'oubliez pas de faire ça chez vous. Ah merde, c'est pas ça qu'il faut dire. Je dois de remercier chaleureusement Dynapart et particulièrement Julien qui m'a envoyé de quoi remplacer mon pneumatique sur la 605. L'objectif ici c'est de passer à quelque chose d'un tout petit peu plus dynamique. Je dois admettre que les prémices des essais que j'ai fait sur la 605 en matière de tenue de route révèlent que c'est une voiture assez étonnante contrairement à ce que j'avais annoncé. J'avais lu un essai d'Henri Pescarolo qui disait que la voiture finalement se comportait entre une traction et une propulsion, et c'est assez étonnamment le cas. Elle a tendance à vraiment se mettre en appui sur le train arrière, mais du coup en fait aux extrêmes limites on glisse des 4 roues, ce qui est très rare sur ce genre de configuration. Et donc à la place des 15 pouces qui sont là, je me suis acheté des jantes en 16 qui ont un ET quasiment identique, mais un pouce de plus en largeur. Ça se rapproche de l'intérieur de l'aile, et pour éviter que ça frôle, que ça touche, même si a priori il y a un petit peu de jeu, j'ai demandé donc à Dynapart si vous pouvez me fournir des cales, et c'est ce qu'ils ont fait, donc je les remercie. On va pouvoir monter ça en espérant que le rendu soit sympa et que dynamiquement ça aide à la voiture à prendre un tout petit peu moins de roue libre. Faut avouer que ça fait des belles pièces hein, quand même. C'est joliment fait. Ça c'est pas des élargisseurs de merde, hein. Il y a l'épaulement qui va permettre quand même de monter ça confortablement. Et comme on est en double boulonnerie, ça je vais le fixer au moyeu. Et c'est sur ça que je vais visser mes écrous de roue. Ouais, j'ai bien badigeonné la surface en contact avec le moyeu, avec la graisse fournie, pour pouvoir les démonter un jour en cas de besoin, parce que acier et alu, ça a tendance à bien coller parfois. Ouais, ce qui est cool avec ce genre de boîte, c'est qu'on peut leur demander du sur-mesure, donc j'ai pu choisir le type de montage et surtout l'épaisseur que je voulais. Parce que l'idée c'était aussi de surtout pas dépasser des ailes. Donc on passe d'une jante en 6,5 montée avec des pneus en 195-65-15, donc 65 c'est 65% de 195 mm, à une jante en 7 pouces avec un pneu en 205-55-16, donc 55% de 205 mm.
en hauteur de flanc. C'est pas énorme comme différence, mais aux quatre coins, ça fait de la surface en plus quand même. Hein. Et surtout, j'ai choisi, alors pas forcément des pneus très chers, mais ceux-là, dans les tests, c'est des Maxxis. Il semblait qu'ils étaient un petit peu en dehors de la norme. Donc je m'attends à ce que ça, en plus de la différence de largeur, une bonne amélioration. Et en bonus, on peut voir que les ouvertures de la jante tôle sont beaucoup plus larges, ce qui permet une meilleure aération sur circuit. Et pour information, probablement grâce à la qualité des pneus et peut-être aussi à la conception de ces jantes tôles, le poids des deux sets de roues est strictement identique. Par contre, j'avais pas les bons boulons de roues sous la main, alors j'en ai adapté d'autres. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Ça me semble plus sympa visuellement, mais bon, ça c'est accessoire. J'aurais pu acheter des jantes alu, mais j'aurais pas pu alors monter ces magnifiques enjoliveurs qui me rappellent mon ancienne 850 turbo. L'illusion est parfaite, le style est raccord, la mission est accomplie. Et voilà, maintenant, vous regrettez d'avoir acheté vos jantes alu 28 pouces chez Noroto. Bref, j'ai pu avancer. Bon, finalement, j'ai été le passer le contrôle technique. Elle l'a eu. Il y a quelques points présents en mineur, mais elle a assuré. C'est vrai que, bon, c'est un peu court. C'est vrai que le virage là, il est un peu sec, quoi. C'est une épingle. Bon, je les remplacerai un de ces quatre. Hein. Je suis pas pressé de faire une 15e purge. Je vais pas vous les montrer, vous les avez déjà vus 12 fois lorsque j'ai démonté les roues. Et oui, il y a les faisceaux d'usure des plaquettes qui sont coupés. Alors là, j'ai beau chercher, j'ai pas saisi. Hein. Jusque là, rien d'anormal. Puis bah, pour la corrosion, ouais, il n'a pas été suffisamment impressionné par l'état de la ligne d'échappement pour ne pas remarquer que à certains endroits il y avait un petit peu de rouille de surface, effectivement. Quand je dis un peu, c'est à peu près partout en fait. Heureusement, ça reste à un niveau superficiel, quoi. Bah je sais pas, on va voir. Ouais. Ben, franchement, je vois pas là. Hein. Pour les données chiffrées, après, les mesures qui ont été faites, eh ben, c'est plutôt bon. Dissymétrie de suspension, 3% à l'avant, 8% à l'arrière. Pour le freinage, 1% devant, 8% derrière. C'est presque une bagnole qui sort des chaînes d'assemblage pour moi. Teneur en CO, 0,37%. Même une Zoé n'arriverait pas à générer ce genre de données. Et puis le problème de polluer si peu, c'est qu'on n'est vite plus vraiment pris au sérieux sur une piste de drag race. Et en fait, ouais, tout ça, ça traduit bien l'impression que j'avais à son volant. C'est que c'est presque une voiture état neuf. Par contre, c'est vrai que visuellement, c'est pas l'impression que ça donne, mais j'ai un plan.
Bon, ça c'est la première partie du plan. Dans les années 80 et pour les ringards au début des années 90, avoir des rideaux pare-soleil, c'était la classe. Quel luxe. Hélas, ça n'arrange pas la tronche du ciel de toit. Je suis assez content de la coordination des couleurs. L'arrière des rideaux est bleu, la plage est bleue, même si à l'origine elle devait être noire, mais passée au soleil, voilà, c'est... Quelle élégance! Waouh, quelle sonorité mécanique suggestive. Mais apaisons-nous en rajoutant Dina Parts sur le Wall of Fame. Voilà, on a presque mis le doute aux potentiels acheteurs de BMW. La cote de la 605 va bientôt s'envoler à cause de moi. J'ai bien dit bientôt parce que elle porte toujours sa peinture d'origine Peugeot bien dégueulasse. Mais comme j'ai dit plus tôt, j'ai un plan. Un plan qui comprend 500 km aller, 500 km retour. Si on y arrive. Alors je vous donne rendez-vous à cette occasion-là, avec celle-ci probablement. Ciao.